je vais rappeler un petit peu ce que c'est que ce CES. C'est toujours 180 000 personnes à peu près, peut-être un peu moins. Il y a toujours 4000 exposants, hein, donc 1200 exposants à l'Eureka Park, donc les startups, 400 Français qui pointent, c'est la plus grosse délégation après les États-Unis, et vous avez 6500 journalistes, plus qu'aux Jeux Olympiques. Donc quand on va au CES, quand on va présenter quelque chose au CES, c'est qu'on a envie de parler au monde entier et qu'on a quelque chose à dire. Alors des fois, des fois on a un gros succès, des fois c'est un gros flop. Alors, moi j'ai commencé, je vais vous parler des nouvelles ères. Alors, la nouvelle ère, elle a été un petit peu présentée par Ginny Rometty. Je ne sais pas si vous connaissez Ginny Rometty. Qui connaît Ginny Rometty? C'est la patronne d'IBM. La patronne d'IBM nous a annoncé un certain nombre de choses assez extraordinaires. Bon, elle nous a déjà annoncé le premier ordinateur quantique commercial. Vous allez dire, oui, elle l'a montré, un vrai. Elle a dit, et maintenant, il faut l'utiliser. Bon, et elle a demandé aux gens d'ExxonMobil, à quelqu'un d'ExxonMobil, de venir expliquer pourquoi il avait besoin d'un ordinateur quantique. Ben, la réponse est très simple, pour faire de l'optimisation sur des très grosses masses, pour résoudre des problèmes combinatoires de type NP complet, du type voyageur de commerce, hein, avec un nombre de centaines de villes, par exemple. Et aussi, une autre capacité, une autre possibilité d'ordinateur quantique, c'est la réalisation de nouveaux matériaux en utilisant la chimie quantique. J'ai fait un séminaire il n'y a pas très longtemps, à l'école, à EDF Lab, et j'ai invité un chercheur de IBM, justement, qui est à Zurich, qui nous a expliqué comment on faisait. Eh bien, c'est en train de se faire. Et imaginez-vous que des gens comme Volkswagen sont en train de travailler sur comment créer de nouveaux matériaux qui améliorent, je dirais, les performances des batteries. Ah, on a beaucoup parlé d'énergie. Donc, oui, le premier ordinateur quantique est là. Et vous pouvez l'utiliser. Hein, tout est en open source. Hein, voilà. Bon, évidemment, c'est un service. Hein, vous n'allez pas l'avoir chez vous parce que vous vous rappelez les craies, là. Il y a le gros frigo. Hein. Et là, c'est moins 273, c'est l'hélium liquide. Donc, c'est très refroidi. Bon. Deuxième chose importante qu'elle a annoncée, l'avènement, l'industrialisation de blockchain. Ah oui, on vous parle de blockchain. Ah oui, en France, c'est blockchain, bitcoin et tout ça. On s'en fout. Maintenant, blockchain va être utilisé de manière industrielle par des gens comme Walmart. Et en France, c'est Carrefour. Voilà. Pourquoi? Pour la traçabilité, pour tracer l'origine des produits et surtout où ils vont. Hein, en quoi ils sont transformés. Ça aussi, c'est très important. Et en fait, elle a montré que l'informatique se devait de résoudre des problèmes, disons, sociétaux, forts. Et c'est pour ça que, comme je vous dis, les consommateurs ont des exigences, hein, ils veulent de l'authenticité, ils veulent être en bonne santé, ils veulent que les produits ne leur soient pas, je dirais, nocifs, et donc il faut en tenir compte. Et donc IBM dit, voilà, moi, je peux travailler là-dessus. Et le CES est pour moi le bon tremplin. Alors, qu'est-ce qu'on a vu d'autre dans ce CES d'intéressant? Alors, cette nouvelle ère, comment elle se traduit? Dans les transports. Alors, c'est la suite c'est pas un CES de rupture, hein, c'est un CES qu'on appelle ça, d'approfondissement, on appelle ça. Dans les transports, on avait vu des voitures autonomes. Vous savez que le CES, c'est le plus grand salon mondial de voitures électriques. Il suffit d'aller voir au mondial, hein, il y avait le CES Unveil, voilà. Et on a vu surtout des navettes autonomes. Ça, on en verra plein. Ça, c'est sûr, je vous le garantis. 2019 et 2020, vous verrez de plus en plus de navettes autonomes. Alors, ce sont des systèmes qui fonctionnent à peu près à 30 km à l'heure, qui ne sont pas sur un trajet généralement déterminé, et donc il y a peu de risques, je dirais, qu'il y ait d'accidents. On a vu aussi des véhicules, des super véhicules magnifiques, hein, de science-fiction, comme la Byton. Qui connaît Byton? B-Y-T-O-N. Eh bien, je vous encourage à regarder Byton. Byton, c'est ce qu'on appelle un bébé Tesla. Vous connaissez tous la Tesla et son écran.
Ce que vous ne connaissez pas, c'est la suite. Et la suite est chinoise. Alors, elle est chinoise, avec je dirais, des Allemands à la tête, donc c'est les anciens de BM, je dirais, un Français qui fait le design. Un ancien de Renault. Ils sont bons là-bas, pour le design. Et donc, l'alchimie, l'année dernière, ils nous avaient présenté, évidemment, la Byton. C'était un ovni. C'est un gigantesque. Imaginez que vous avez un tableau de bord qui remplit tout l'espace. Un grand écran. C'est pas simplement un écran Tesla dans un coin. Non, c'est un écran qui remplit tout l'espace. Et cet écran a été conçu par une firme française qui a cartonné au CES. Elle a un nom. Est-ce que vous la connaissez? L'équipementier qui cartonne en France, dans le monde. Non. Une idée? Qui a fait le tableau de bord de la Byton? Faurecia. Oui, ancienne filiale de PSA, et qui a vraiment cartonné. Donc vous voyez bien que tout ce qu'on vous a dit dans les journaux, c'est pas exactement, on n'a pas vu le même CES. On n'a pas vu les mêmes gagnants. Et parce que dans ce monde qui est en train d'émerger, il y aura des gagnants et il y aura des perdants. Parce que les produits on parle actuellement d'industrialisation, on parlera de sortie sur le marché à partir de 2020 et après. Donc ces produits vont dessiner à la nouvelle décennie. Ce sont des produits qui vont évidemment faire que vous serez encore là ou vous ne serez plus là. Voilà. Donc ce CES est un peu un CES charnière, mais qui permet de voir un petit peu ceux qui ont bien compris le nouveau monde. Alors, ce nouveau monde, je vous ai dit, c'est la mobilité. On ne parle plus simplement de véhicules électriques, on parle de navettes, on parle de scooters électriques, on parle de trottinettes électriques, on parle de systèmes multimodaux. On peut prendre un Hyperloop ou autre chose, et puis après prendre une navette, et puis après prendre autre chose. Donc tout est possible. Et on a des cartes très haute définition pour nous aider. Je suppose que vous connaissez tous les fabricants de cartes, qui sont très importants, les cartes HD, haute définition, comme Ear, des Allemands, ou TomTom, qui sont indispensables dans ce monde. Et on voit surtout des bureaux qui roulent. On voit surtout des véhicules à orientation professionnelle. Moi, j'étais dans la Kia, je me suis senti comme dans mon bureau. C'est-à-dire que je pouvais avoir accès à toutes mes informations. De toute façon, c'est une voiture de niveau 4, donc elle se débrouille toute seule. Alors, qu'est-ce que ça nous dit en fait tout ça? Ça nous dit que, à défaut d'avoir résolu le problème, je dirais, de la motorisation et aussi de l'intelligence, les constructeurs sont en train de travailler actuellement sur les habitacles, sur le décor, sur qu'est-ce qu'on va mettre dans l'habitacle. Est-ce qu'on va faire une seconde maison? Ça s'appelle la symbiose de Renault. Ou est-ce qu'on va faire un bureau? Ça s'appelle, par exemple, la Kia. Et aussi, j'ai vu une tendance très très forte qui était là l'année dernière, qui a été proposée par Toyota. Est-ce que vous vous souvenez de la e-palette? Ça vous dit quelque chose? La e-palette, ça a été proposé par le patron de Toyota. Il a dit, voilà, j'ai une vision, et je vous l'ai montré. En fait, c'était des conteneurs qui roulent. C'est des magasins qui roulent. Là, cette année, j'ai vu des magasins, ce concept partout. Donc, vous le verrez d'ailleurs aux Jeux Olympiques, dans le village olympique, vous verrez comment ça va arriver. En fait, imaginez que le magasin arrive vers vous. Au lieu que ce soit... Alors, ça peut être intéressant, parce que pour amener, par exemple, des chaussures, essayer de commander des chaussures, le problème, c'est elles ne vous vont jamais. Vos pieds ne sont pas nécessairement adaptés. Sur Internet, ce n'est pas évident. Par contre, si on vous amène les paires que vous avez choisies, vous pouvez les essayer. Donc, voyez à quoi ressemble un petit peu ce nouveau monde. Et c'est un monde un petit peu où la logistique devient de plus en plus importante. Parce que si le magasin vient vers moi, il faut que la logistique suive. Vous avez compris que le maître du monde, c'est le roi du digital. C'est Amazon. C'est le seul des GAFA qui maîtrise la logistique. Donc le réel. Et est capable de livrer. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y avait de neuf en dehors de la e-palette? Alors il y a un problème dans la e-palette. C'est que je ne sais pas si vous voyez, par exemple, à New York ou en France, des fois, pour
pour aller dans la maison, hein, il y a des escaliers. Et là, l'automatisation s'arrête. Comment on monte les escaliers? Quel est le robot qui va monter les escaliers? Alors Continental, vous savez, le fabricant de pneus, il a une solution. C'est un robot chien, à 4 pattes, qui va transporter le colis. Il va vous l'amener. Oui, mais après, d'accord, mais il y a encore la porte. Ah oui, la porte. Ah oui, la porte devient de plus en plus importante. Hein. J'ai vu une serrure là. Hein. La serrure deviendra... C'est très important. Parce que généralement, vous n'êtes pas là lorsque le colis arrive. Alors, M. Amazon, il a pensé à tout. Il a une filiale, je ne sais pas si vous la connaissez, elle s'appelle Ring. Hein, et évidemment, il a une solution. Et il y a plein d'autres, je dirais, acteurs qui se sont mis sur la serrure connectée. Voilà. Hein, et tout ce qui est portier vidéo, etc. Alors, voyez bien que tout ce monde-là, il est vraiment, disons, à destination du consommateur. On est vraiment dans la mise en œuvre de ce qu'on a appelé l'Internet of Me, où c'est le consommateur qui est au centre de la proposition de valeur. Alors, après, ce consommateur, évidemment, il s'intéresse à sa santé. Ouais, parce que, vous voyez, déjà, je suis enrhumé, hein, je m'intéresse vraiment à ma santé. et cette année, on a eu beaucoup d'informatique portée. Hein. Vous avez tous vu que la montre est devenue le hub de la santé. C'est elle qui concentre toutes les informations. On a vu beaucoup de systèmes de type des bracelets aussi, hein, qui font des EEG, hein, d'électrocardiogrammes. Je crois que Apple a même réussi à faire valider par la FDA, hein, la Food and Drug Administration, disons son capteur EEG. Mais il y a des Français qui ont aussi proposé ça. Il y a aussi des gens qui ont proposé des systèmes de radiographie par ultrason à mettre chez les individus. Je ne sais pas si vous imaginez, vous avez une femme enceinte qui veut faire un examen ultrason. Normalement, il faut aller chez le médecin. Ça, c'était avant. Enfin, avant, c'est toujours maintenant. Mais dans l'après, vous pourrez louer un appareil. En fait, les tarifs vont fortement baisser. C'est ce que j'appelle la consumérisation. Retenez ce mot, consumérisation. Ça veut dire que tous des objets qui sont de l'ordre du B2B, qu'on ne trouve que chez des professionnels, parce qu'à cause du coût, prenez par exemple un IRM. C'est quand même lourd, hein, et ça coûte des millions. Pas facile de le transporter chez soi. Par contre, ce que vous dit le CES, c'est qu'il y a des gens qui cherchent sur comment miniaturiser tout ça, comment faire en sorte qu'on ait la même chose qu'un IRM, mais en utilisant l'électronique grand public et ses avancées, on va pouvoir miniaturiser et faire baisser le tarif. Vous voyez un petit peu tout ce que ça permet de faire. Ça permet de changer complètement la politique de santé du pays, qui est de concentrer tous les moyens dans ce qu'on appelle des plateaux, qui créent des catastrophes, hein, parce que les gilets jaunes, c'est aussi le fait que l'hôpital, il y a 100 km. Hein. Le CES, il vous dit, non, il n'y a pas de facialité. L'hôpital peut être dans votre maison de santé, qui est soit dans votre village, ou soit dans le patelin à côté. Donc les infirmières ont de l'avenir. Je vous le dis tout de suite. Alors, il faudra les reformer, parce qu'on n'aura pas assez de médecins, vous avez compris. Hein, il faut 10 ans pour les faire. Bah, vous allez avoir le problème, évidemment, de l'interprétation. Alors, à votre avis, à quoi servent les IA, hein? C'est à aider à l'interprétation. Alors, ça fera surtout un second avis, hein, parce que, dans un premier temps, ce sont les professionnels, hein, qui seront là. Mais vous avez bien vu que la télémédecine est en train de se développer. Bon, il y avait des gens comme Visiomed, qui étaient au CES l'année dernière, qui sont des héros de la télémédecine. Alors, et on parle beaucoup de thérapie numérique. Pas simplement de diagnostic, mais de thérapie, comment on soigne. Alors, à quoi s'attaque le CES? Par exemple, aux fuites urinaires. Par exemple, comment aider à éviter les fuites urinaires? Bon, des trucs comme ça, d'incontinence. Comment aussi vous aider à mieux dormir? Sleep Tech. Il y a un marché gigantesque. Parce que on dort mal. On dort tous mal. Voilà. Et donc, je ne sais pas si vous avez vu une boîte qui s'appelle Urgotech, qui est une filiale de Urgo. Vous savez, les pansements. Elle était au CES pour vous montrer un casque
qui vous permet de vous endormir, avec des ondes alpha, θ, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, c'est la physique. Le maître mot, c'est no drugs. Pas de chimie. C'est bien, sympa. Bon, si ça marche, je prends. C'est pas trop cher non plus. Voilà. Alors, les divertissements. Vous avez tous vu les télé 8K. Alors là, il y a la télé 8K qui arrive. Bon, rappelez-vous, il y a quelques années, c'était peut-être en 2013 ou en 2014, il y avait les télé 3D. On a dit, c'est génial, les télé 3D. Vous avez vu la suite? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Pourquoi? Parce que ça ne cadre pas avec l'expérience télé familiale. Non, parce que rester dans son coin avec des lunettes et isolé, c'est bon pour le gamer ou pour la personne qui regarde des pornos. C'est tout. Alors, Marc Dorcel avait fait des contenus pour la télé 3D, c'est vrai. Non, mais ce que je vous dis, c'est vrai. Alors, la télé 8K. Bon, inflation technologique. Parce que chez vous, vous ne l'aurez pas. Pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas de contenu. Demandez à TF1, demandez aux autres, ils n'ont même pas des contenus 4K. Vous aurez du 4K. Alors, je vous annonce que vous aurez du 4K sur hertzien en 2024. Pour les Jeux Olympiques en France. Alors, le 8K, surtout que, quand vous y pensez, un petit peu, le 8K, c'est quoi? C'est quasiment du 70 mm. Bon, il y a beaucoup de 70 mm dans les salles de cinéma? Non, moi, je n'en vois pas. Je vois du 35 mm, par contre. Beaucoup. Et ça s'appelle plutôt du 4K HDR. Parce que le 4K HDR, c'est Hollywood qui vient chez vous. Ce que j'avais dit l'année dernière. Mais le 8K, c'est quoi, finalement? Moi, j'ai déjà un slogan. Le 8K, c'est les parcs d'attraction qui vient chez vous. Cette fois-ci. C'est Disney qui vient. Disneyland. Alors pourquoi? Parce que ce contenu, il va falloir le créer pour vous. Et il va falloir des générateurs de contenu 8K. Il va falloir des éditeurs de contenu 8K. Ils existent, ils commencent à arriver. Mais donc, vous allez créer, et des grands écrans 8K, parce que un 8K, si c'est un petit écran, ça ne va pas. Donc, ça veut dire quoi dans la maison? Parce qu'on va parler un peu de smart home, là, on va rentrer un peu dans les détails. Ça veut dire que le mot décor va revenir. Le décor numérique. Vous avez vu des films de science-fiction? Vous savez, tout d'un coup, le mur se change complètement de teinte. C'est un peu ça que ça nous annonce. C'est un peu ça que ça nous annonce. C'est-à-dire qu'on va vous immerger dans des contenus, soit des contenus réels, on va vous faire voyager chez vous, en un mot, ou alors on va créer des contenus artificiels, mais qui seront encore plus vrais que nature. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette année, au SIGGRAPH, NVIDIA a annoncé qu'il maîtrisait le ray tracing temps réel. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le ray tracing, ça veut dire qu'on simule complètement le trajet de la lumière. Et ça veut dire qu'on peut créer des images photoréalistes en temps réel. Et avec l'IA, on est capable d'en créer aussi. Vous avez vu que ça veut dire que NVIDIA va devenir le roi des images, des deepfakes, des images créées artificiellement, où il va mêler ces deux compétences. Compétence initiale en graphique, rappelez-vous les cartes graphiques NVIDIA, et compétence en IA, pour faire des images artificielles. Donc voilà, et on a vu beaucoup d'art aussi, évidemment avec ce 8K. Donc vous avez le Louvre chez vous, en un mot, quelque part, vous pouvez avoir le Louvre chez vous. Alors, vous ne l'aurez pas tout de suite, parce que le tarif des écrans 8K, c'est pas donné. Alors, pour répondre au problème du mur, vous avez vu que chez Samsung, l'écran 240 pouces, il s'appelle The Wall. C'est quand même, ça veut dire que ça veut dire, The Wall. Est-ce que vous avez vu le projecteur laser de 4K de LG? Avant, les projecteurs, il fallait de l'espace, du recul. Maintenant, vous le mettez devant le mur. Donc, ça veut dire, paf, vous avez votre image qui apparaît. Donc, un peu plus grande. Donc, vous imaginez bien que ça ouvre des perspectives. Voilà. Et vous imaginez aussi que vous allez avoir aussi d'autres expériences dans votre maison. La 3D aussi va arriver, parce que si on modifie le mur, vous allez aussi être capable de faire apparaître des objets dans votre maison, des objets virtuels.
Alors ça s'appelle la réalité mixte. C'est-à-dire la rencontre du réel et du virtuel. On vous a parlé de la réalité augmentée, c'est on superpose de l'information sur du réel, hein, c'est en fait, ce sont des métadonnées, c'est ce que j'appelle souvent la shazamisation, hein, c'est-à-dire que, voilà, on vous dit ce que c'est, ce que vous voyez. De l'autre côté, vous avez la réalité virtuelle, où on crée un environnement complètement artificiel, hein, et entre deux, il y a la réalité mixte. On a beaucoup parlé de réalité mixte cette année. Alors, il y avait surtout, vous avez vu que HoloLens a gagné vis-à-vis de Magic Leap, il a gagné en tout cas le concours de l'armée américaine, c'est-à-dire 500 millions de dollars. Enfin, le concours, plutôt le marché de l'armée américaine. 500 millions de dollars. Voilà. Et les Israéliens nous ont dit, j'ai aussi une solution sur smartphone. Vous pouvez faire de la réalité mixte sur smartphone. En fait, ils ont un petit hardware qu'on met sur l'USB, et vous pouvez voir sur votre bureau une petite créature qui se balade et qui respecte l'image respectant, je dirais, les lois physiques. C'est-à-dire l'occlusion, hein, si elle est derrière un truc, on ne la voit plus. Et elle interagit avec le monde réel. Donc vous voyez les perspectives que vous pouvez créer en termes de divertissement et les perspectives que vous allez créer en termes de formation interactive. C'est un terra incognita en termes de création de contenu. Il y a tout un travail à faire de design, etc. Donc ça offre vraiment des perspectives très très intéressantes. Alors, on a aussi parlé d'une nouvelle informatique. Vous imaginez bien. Hein, quand même, il y a une nouvelle informatique qui est née. L'informatique pliable, flexible. Hein. Ça fait des années qu'on l'attend, celle-là. Et on se dit, est-ce qu'on va la voir? Eh bien, il y a un produit qui est sorti, qui va sortir. La fameuse télé enroulable de LG. Alors, je l'ai vu, gros objet, hein, qu'on met justement près du mur, à côté. Vous mettez en plein milieu, vous mettez où vous voulez, de toute façon. Alors, j'appelle ça un objet polymorphe. Pourquoi? Parce que si vous le voyez comme ça, sans rien, vous avez la musique. Bah oui, parce que à défaut, ça fait une barre de son. Hein? Maintenant, si vous commencez à lever l'écran, vous dites, voilà, je veux voir la météo. Je veux voir la météo. Il va vous lever l'écran un tout petit peu. Il va vous envoyer la météo. Il va vous balancer la météo. Vous n'avez pas besoin d'avoir le très très grand écran pour avoir la météo. Simplement, vous avez même besoin, pour certains, que simplement un petit écran. Et sinon, il va lever l'écran un peu plus haut et vous allez pouvoir avoir la télé, les contenus habituels. Donc, c'est un début, parce que c'est une informatique enroulable. Mais il y avait aussi quelqu'un qui a fait de l'informatique pliable. Vous savez, quand on transforme, ce qui serait bien, je vous donne un petit peu le truc, de transformer une tablette en smartphone. C'est ce que j'avais appelé une époque la bataille de la poche. Imaginez que vous avez un grand écran et que vous allez le plier pour que ça rentre dans votre poche. Ça s'appelle une carte. L'ancienne carte, quoi. Mais maintenant, imaginez que dans le monde numérique, de l'informatique plastique et pliable, vous êtes capable de faire la même chose. C'est ça dont on vous parle. Et c'est un Chinois qui l'a présenté. En tout cas, sous sa première mouture. Il s'appelle Royol. Vous voyez, les Chinois commencent à monter en puissance dans la high-tech. Alors, vous voyez, ces perspectives d'un nouveau monde, en fait, ce que je dirais, c'est un nouvel hédonisme numérique. C'est-à-dire que, alors, tout le monde n'y aura pas droit. Hein. Je pense que là, le tarif est quand même on ne pourra pas se payer tout ça. Hein. Je veux dire, il faut être clair là-dessus. Hein. Mais enfin bon, on voit bien qu'il y a des nouveautés assez extraordinaires en émergence, hein, et que les années 2020 vont voir apparaître des produits dont on n'imaginait absolument pas, qu'on n'imaginait absolument pas dans les années 2010. Et dans tout ce monde-là, il y a de l'IA. L'IA est partout. Il n'y a pas un produit qui est sorti au CES où il n'y a pas d'IA. Moi, l'année dernière, j'avais parlé d'atmosphère IA. Bon, tout le monde n'avait pas très compris ce que ça veut dire atmosphère IA. Atmosphère IA, ça veut dire que l'IA est partout. C'est comme on parle d'atmosphère IP. IP partout. On ne se pose pas la question de la connectivité, on se connecte, point. Voilà. C'est comme on ne se pose pas la question de l'énergie, on se branche. L'atmosphère Watt. Et bien maintenant, il y a atmosphère IA. Alors, atmosphère IA, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une IA qui va,
je dirais, surtout, regardez, comment dire, vous offrir les meilleures, je dirais, possibilités en termes, par exemple, si vous êtes dans le divertissement, la télé dotée d'une IA va devenir active. C'est-à-dire qu'elle va regarder l'environnement, votre environnement, le scanner, et vous donner le son qui correspond à votre environnement. Elle va s'adapter à votre environnement. La télé avant était passive, la télé devient active. Elle va vous donner juste ce qu'il faut de lumière. Elle va faire de l'upscaling, s'il le faut, parce qu'il y a un contenu HD, là, il faudra bien le transformer en 4K, parce qu'à la FNAC, vous n'achetez que du 4K actuellement. Alors comment on fait? Donc il faut des systèmes intelligents capables, justement, de remplir les trous. Ça sert à ça, l'IA, en tout cas dans les divertissements. Voilà. Et plus généralement, l'IA va automatiser des tâches. Même le data scientist va être automatisé. Je vous l'annonce, c'est une annonce de Gartner. Donc, data scientist n'est pas un métier d'avenir. Non, je suis désolé. Pourquoi? Parce que M. Baïdou et quelques autres ont décidé qu'on allait l'automatiser par des IA. Bon, mais ça veut dire, je vous rassure quand même, les créatifs ont encore droit de citer. Et encore pour longtemps. Alors, une fois qu'on a dit cette nouvelle ère avec plein de promesses technologiques et d'usages, disons, centrés autour des services, pourquoi je vous dis qu'on vit dans un monde fini et que ça a une importance dans ce CES? Parce qu'on en a beaucoup parlé. Parce que la même IA qui sert à vous offrir les meilleures conditions de vue, vous sert aussi à, par exemple, à vous dire quelle quantité minimum d'eau il faut mettre sur votre terrain pour que vos plantes puissent pousser bien. C'est le juste niveau. Enfin, c'est juste ce qu'il faut. C'est ce que j'appelle le juste ce qu'il faut. Vous voyez un petit peu, hein? C'est comment prendre la bonne décision. Et là, alors, on y va. On a beaucoup parlé de gestion intelligente de l'énergie et de l'eau. Vous allez me dire, hein, bah c'est nouveau. Ah, c'est nouveau au CES. On vous parle de ça. Le Best of Innovation Award, qu'on n'a pas suffisamment bien regardé en France, il y en a un seul qui l'a analysé. C'est le bloc d'Omadou. Hein, je le dis, voilà, le bloc d'Omadou. Il a découvert ZoneKit de ZoneNet Energy. Alors ça fait quoi? Ça permet d'économiser de l'énergie et de valoriser les flexibilités. Parce que lorsque vous économisez de l'énergie, vous créez des négawatts. Hein, l'énergie, rappelez-vous, l'énergie la moins chère, c'est celle que vous ne consommez pas. Là, c'est garanti. Et bien ces négawatts, il faut les monétiser. Et ce système vous permet de les monétiser. Et alors, c'est appliqué aux maisons, c'est appliqué aux bâtiments, et ce sera appliqué aux ensembles de bâtiments. Parce que les bâtiments pourront échanger de l'énergie. On en a parlé un petit plus ou moins au CES. Donc vous voyez, les choses avancent. Et l'eau. J'ai jamais vu autant de gens qui parlaient d'eau au CES. Pourquoi l'eau? Parce que c'est la ressource la plus critique. Hein, parce que vous pouvez vivre sans électricité, mais sans eau, vous mourrez. Et vite. Le Best of Innovation Award un Best of Innovation Award a été donné à la société israélienne Watergen. Vous savez ce qu'elle fait? Pas difficile. Elle extrait de l'eau, de l'air. Il faut 30% d'humidité minimum pour qu'elle puisse extraire de l'eau. Alors elle filtre d'abord l'air, hein, parce que sinon vous allez crever. Hein. Et elle rajoute évidemment des sels minéraux. Sinon aussi vous allez avoir des soucis. Et j'ai jamais vu autant de capteurs d'eau. Pas d'eau, de capteurs pour mesurer et pour aussi être capable de couper les vannes si jamais il y a une fuite, de détecter les fuites et de couper la vanne si jamais il y a une fuite. C'est ce que j'avais appelé en 2003 le disjoncteur hydraulique. Alors, je vous cite des boîtes hein, pour vous donner quelques idées. Flovea, hein, qui a fait la Flowbox, hein, qui a eu un award. Hein. Je ne connaissais pas Flovea comme acteur de l'eau. Ce sont des plombiers numériques, hein, j'appelle ça. Hein. Blue Whale, ça c'est quelqu'un que je connaissais, hein, c'était l'ancien patron d'Hydrelis, le premier qui a commencé ça, Thierry Sartorius. Et Protecto, hein, qui a obtenu le prix Lépine, concours Lépine. Hein.
C'est un système qui, pour protéger... Initialement, c'est un système pour protéger le compteur du gel. Hein. Mais là, il se met aussi à mesurer et à détecter les fuites. Et j'en ai vu plein d'autres sur le show. Donc c'est un vrai problème. Hein. Donc vous voyez, la Smart Home, c'est quand même... On essaie de régler des problèmes sérieux, hein, vraiment très sérieux. Et on utilise beaucoup, on a beaucoup utilisé la blockchain. Et la blockchain pour, par exemple, aider à l'économie circulaire. J'ai vu une société hollandaise qui s'appelle Circularize, qui vous permet de tracer, par exemple, le cycle de vie d'un produit. Un consommateur peut, à un moment donné, dire d'un produit, mais combien est-ce qu'il y a du mercure dans ce produit? Généralement, vous n'avez jamais les réponses, parce qu'en fait, la supply chain, enfin, la chaîne logistique, est souvent très complexe pour la fabrication des produits. Et beaucoup je dirais, d'intervenants ne donnent pas les produits, ne donnent pas les recettes, hein, les BOM, les Bill of Materials. Donc, résultat des courses, le consommateur, à la fin, il ne sait rien. Oui, mais il demande quand même, maintenant. Donc, vous voyez, maintenant, ça commence à entrer dans l'air du temps. Un point important, quand on veut l'importance des compteurs, du compteur généralisé. Moi, je suis à EDF, on aime bien les compteurs à EDF, c'est normal, parce que ça monétise la consommation. Bah. Mais imaginez qu'on a un compteur qui est général, pour mesurer, par exemple, en l'occurrence, on va mesurer l'implication des individus. Comment est-ce qu'ils agissent dans le bon sens? Et là, on a vu une inflation de crypto-wallets, hein, des crypto-monnaies. Hein, en fait, c'est en fait une sorte de coffre-fort qui stocke vos crypto-monnaies et vos secrets, hein, vos clés privées. Alors, le français qui est la star, vous avez entendu parler, certainement, les journaux en ont beaucoup parlé. Hein. En tout cas, maintenant, tous les journaux français en parlent, c'est Ledger. Hein. Ils ont levé 60 millions d'euros. Ils ont mis un stand au CES de 1 million d'euros. Vous voyez, c'était encore plus grand que le stand de Dassault Systèmes, pour une start-up française. Bon, ils visent gros. Hein. Alors, il y en avait d'autres aussi. Hein, et il y avait aussi Arcos. Vous connaissez Arcos, à Igny, là. Ils ont sorti un crypto-wallet, hein, qui s'appelle Safety. Et aussi des Suisses, aussi, qui ont, évidemment, les banques suisses. Hein, vous imaginez bien que le coffre-fort, hein, il y a des Suisses qui allaient s'y mettre, la BitBlocks. Hein, mais il y en avait plein d'autres. Voilà. Hein. Donc, il y avait tout ça. Alors, dans l'énergie aussi, on a vu apparaître et se renforcer cette année, vous aurez l'énergie sans fil. Alors, garantie. Alors, on va parler un peu de standards, hein, de choses. Alors, Qi a gagné, hein, pour l'induction. Je pense que c'est clair. Et vous allez voir qu'Apple, qui est rentré dans l'alliance Qi, va sortir un produit. Enfin. Ce qui va évidemment accélérer, disons, l'acceptation de Qi par le marché. Parce qu'Apple, généralement, crée un marché. Hein, parce qu'il a beaucoup de volume. Deuxièmement, on va voir l'énergie sans fil, non pas par induction, mais l'énergie sans fil par RF, onde RF, radiofréquence. Imaginez que quand vous faites du Bluetooth, vous transportez à la fois des data et de l'énergie. Là, regardez ce que fait Ossia, ou Powercast, des gens comme ça. Alors ça va servir surtout, par exemple, à fournir de l'énergie dans du retail, hein, sur des étagères, des choses comme ça. Alors, on va parler un peu de standard, hein, 2 minutes, parce que je pense qu'on va parler un peu de standard. Qu'est-ce qui a gagné? Est-ce que dans la Smart Home, on a réglé le problème des standards, hein? À chaque fois, c'est la question rémanente. La réponse est non. La réponse, c'est pas encore le bon CES. Bon, alors, mais il s'est passé des choses, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on voyait sur les stands? On voyait beaucoup de Zigbee 3, hein, quand même, hein, énormément de Zigbee 3, et une montée en puissance très forte de Bluetooth, Low Power, BLE. Bon, je peux vous garantir que BLE, en tout cas pour la Smart Home, du BLE Mesh, il y en aura beaucoup. Les Américains adorent le Wi-Fi Mesh, mais en France, ça ne passera pas, à mon avis. C'est pas évident, pas aussi évident. Hein. Ils adorent le Wi-Fi Mesh, mais moi, chez moi, je prends du CPL. Hein. Donc, je préfère faire du Wi-Fi à la demande.
hein, plutôt que d'arroser systématiquement d'ondes ma baraque. Donc, oui, donc du BLE. Et au niveau des protocoles applicatifs, cette fois-ci, la lingua franca, qu'est-ce qu'on a vu? Il y a toujours la bataille entre DOT et OCF. Bon, vous savez ce que c'est DOT quand même. Hein. Donc, DOT a annoncé ses spécifications 1.0 pendant le CES, mais n'était pas sur le CES. Alors, il y a beaucoup d'acteurs qui étaient, mais bon, c'est à côté. OCF n'était pas sur le CES. L'année dernière, il y était, comme DOT. Hein, mais, alors, qu'est-ce qu'a annoncé OCF? C'est qu'il est devenu standard ISO. Alors, une fois que vous avez dit ça, bah, bof, et alors? Oui, parce qu'on sait bien qu'il y a beaucoup de standards ISO qui sont morts. Hein. Bon. Pour l'instant, mon sentiment que l'avantage est plus dans notre DOT actuellement. Parce qu'il y a eu un DOT aussi au-dessus de Fred, hein, qui a été annoncé, je rappelle DOT sur de l'IP. Donc, le groupe Zigbee, pour l'instant, me semble avoir un avantage là-dessus. Hein. On a beaucoup parlé de LP1, hein, vous savez, les fameux Sigfox, LoRa, hein. Et maintenant, avec la 5G, c'est NB-IoT qui commence à monter et LTE-M. Bah. Moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder ce que fait Aclio, une boîte bretonne qui fait de l'IP sur l'ensemble. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille, au moins pour programmer. Bah. Alors, qu'est-ce qui reste? Sigfox, on n'a pas entendu parler. LoRa est encore là, en attendant que NB-IoT s'impose. Alors, LoRa, c'est bien lorsque vous prenez des fréquences, des fréquences non, non licenciées, hein, libres, et NB-IoT lorsque vous voulez la qualité de service, parce que ce sont des fréquences dédiées. D'ailleurs, il y a des opérateurs qui font les deux. Je vous rappelle, par exemple, KPN fait les deux. Bouygues, généralement en France, c'est du Bouygues hein, qui est pris pour tout ce qui est LoRa. Hein. On voyait pas mal de LoRa. Alors, il y a aussi du LoRa Mesh. Enfin bon, il y a diverses... Bon, il n'y a pas encore la grande... quelque chose qui se détache. Mais on voit bien que les opérateurs poussent beaucoup hein, vers le NB-IoT. Hein. Alors la 5G, pour terminer, bah, la 5G, les Américains lancent de la 5G, mais avant que vous ayez de la 5G partout, il y aura du temps. Il faudra attendre, parce qu'il faudra beaucoup d'émetteurs. Par contre, il y a un truc que je peux vous annoncer, c'est que la 5G a des chances de s'imposer dans l'industrie. Parce que là, la notion de déterminisme, de temps réel, est importante. Si vous voulez faire, par exemple, je vous donne un exemple très simple. Vous voulez faire vous prenez un drone qui se balade. Vous voulez voir avec un casque ce que le drone voit. Là, la 5G devient importante. Hein, parce que là, vous avez directement l'image temps réel. Hein. Je vous rappelle que 5G veut dire faible latence. Et ça, c'est important, la faible latence. Vous la verrez aussi, la 5G, surtout dans les automobiles du futur. Hein, celles qui vont arriver après 2020. Hein. Parce que là encore, ça veut dire réaction rapide. Ça veut dire le e-call, hein, emergency. Hein, voilà, les situations critiques. Voilà. Donc, oui, hein, ce CES nous annonce un monde qui peut être radieux ou horrible. Moi, l'année dernière, j'avais dit on est entre Star Trek et Black Mirror. Mais on ne sait pas encore où ça va. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que la planète est finie et que les ressources sont rares, que les métaux, les cobaltes pour les batteries lithium-ion, il n'y en a pas autant que ça, que c'est dans les zones de guerre, que ce n'est pas nous que nous ne pouvons pas grand-chose sur ces guerres. Donc, il faudra en tenir compte. Alors, écoutez, merci beaucoup. Et écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça va? Oui, il faut des questions parce que juste, pour que la salle... J'en ai une déjà. Merci ouais. David. Déjà, tu avais un truc à nous montrer. Et oui, j'ai un truc à vous montrer. D'énergie IP, parce qu'on les verra demain, ils seront une table ronde. Oui, alors maintenant, quand on vient en France, comment on applique le CES dans le bâtiment? Parce que c'est intéressant quand même. Hein, j'ai lu dans les Échos du mardi 15 janvier 2019. Vous voyez, c'est pas... Hein,
Ce n'est qu'hier. Voilà. À Las Vegas, le BTP fait le plein de high-tech pour se réinventer, parce qu'il y avait Constructech, il y avait la SBA qui était là. Bon, ok, ils sont allés faire un tour, soit. Bon, il y avait quand même des gens très très bien. Hein. Il y avait Ubiant quand même que je salue, hein, par exemple, qui était là, Nodon et quelques autres, qui sont déjà dans la salle et qui ne faisaient pas de la figuration. Bah. Ce qui est important, c'est qu'il y a un promoteur qui s'appelle Plug & Co qui a décidé d'appliquer le CES 2018 dans le bâtiment pour une vraie réalisation. Cette réalisation, elle a lieu, alors je vais vous dire exactement, à Bécon-les-Bruyères, quartier de la ville de Courbevoie, en région parisienne. Et donc, c'est un bâtiment de 1500 m² sur 4 étages, livrable au printemps 2021, qui sera l'agrégateur des diverses innovations vues au CES ces dernières années pour un retour d'expérience. Alors, c'est fait par Frédéric Tron, qui est à la manœuvre. Frédéric Tron et Sandrine Pennet s'occupent de Redman. Est-ce que vous savez ce que fait Redman? Non. Redman fait du co-living. Est-ce que vous avez entendu parler de WeWork? Ah ah! Vous savez, les milliardaires, là, ceux qui valent 20 milliards, ce qui viennent de nulle part, et qui ont révolutionné complètement le monde du bâtiment tertiaire. Voilà. Parce que le smart building n'a de sens que s'il y a un WeWork. Parce que c'est grâce à un WeWork que le bâtiment est obligatoirement smart. Sinon, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que WeWork, il tient compte de la vie il doit savoir à tout moment comment le mètre carré est utilisé. Et si les utilisateurs s'impliquent ou pas. Il doit impliquer les utilisateurs. Donc il faut un compteur d'implication. Il faut des capteurs de présence. D'ailleurs, au CES, il y a Bouygues qui a fait son marché. Là, je vous annonce, tiens, l'Israélien Vaillard, le super radar là, des Israéliens, VA2YAR, Bouygues a décidé de le mettre dans son ILAB. Moi, ça fait 2 ans que je l'avais trouvé, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que Bouygues fasse un effort. Comme ça, en France, on le connaîtra. Et ce qui est important, c'est que dans ce bâtiment dont je parle, Plug & Co, les gens de Redman, qui va être construit, ils ont sélectionné 2 sociétés qui ont cartonné au CES, Énergie IP. Alors, qui sait ce que fait Énergie IP? Ah, il y a François. Ouais, alors, Énergie IP, il installe une infrastructure IP à base de PoE, Power over Ethernet. En fait, c'est du courant faible, 48 volts. Du 48 volts dans le bâtiment. Et donc, il va créer une infrastructure. Et il va mettre aussi du middleware. Parce que ce qui est important, c'est que vous n'allez pas vendre qu'une infrastructure, il faut aussi un middleware, un prêt-à-service, j'appelle ça. En fait, ça s'appelle l'OS du bâtiment, le Building OS. Tiens, c'est marqué là, le BOSS. Un BOSS. Mais le BOSS s'appuie sur de l'open source et sur du standard. Alors le standard, je vais vous le donner parce que peut-être vous ne le connaissez pas. Dans l'industrie, il s'appelle EdgeX Foundry. Et il est tiré par Dell. Alors, pourquoi EdgeX Foundry? Nous sommes chez Bosch. Allez, savez-vous que Bosch fait du logiciel? Et savez-vous quel est le choix de Bosch dans le middleware? Non? Le choix de Bosch dans le middleware, c'est OSGI. Il a investi dans une boîte qui s'appelle Prosist, à Munich. Seulement, il y a un problème dans OSGI. C'est fait en Java, tout Java. Et Java dans l'embarqué, c'est pas génial. Je vous le dis tout de suite, j'étais dans la première mouture, dans la première équipe OSGI, et on a tout de suite vu les limites de l'exercice. Alors, EdgeX Foundry veut faire la même chose qu'OSGI, mais cette fois-ci en Go, qui est un langage qu'on peut voir comme le successeur de C, adapté aux architectures multicœurs, et permettant la concurrence plus facilement. Donc, vous voyez, nous disposons Énergie IP, voilà ce que fait Énergie IP. Énergie IP fournit aussi la maquette BIM. Ah oui, la fameuse maquette BIM. Mais pas n'importe quelle maquette BIM. Une maquette BIM indépendante d'Autodesk. Parce que tous les architectes, le problème français, c'est qu'on dit on veut être indépendant, mais dans la réalité, on se rend dépendant des GAFA, de tous les métiers. Dans le monde de la construction, le GAFA, il s'appelle Autodesk. Il contrôle tout. Et c'est Revit, son arme de guerre. Celui qui est capable de récupérer des modèles Revit et de les transcrire en BIM sans passer par Autodesk, qui est capable même de prendre un modèle d'Archicad ou d'un autre
système et de faire de l'open BIM, pas du BIM à la façon Autodesk, bah, il a plus de chances de gagner, parce qu'il est autonome. Je vous rappelle qu'au CES, on a beaucoup parlé d'autonomie. Autonomie énergétique, autonomie en eau, hein, et aussi il faut être autonome dans le logiciel. Il ne faut pas dépendre des autres. Si Amazon est le roi du monde, c'est parce que aussi c'est le Microsoft d'un des objets. Il contrôle le microcontrôleur. Le Free RTOS, c'est Amazon, je vous le rappelle. Personne ne se rend compte nécessairement. Donc vous voyez, Énergie IP, il permet, il fournit une infrastructure Preta. Preta pour les fournisseurs de services. C'est-à-dire qu'il offre la capacité aux fournisseurs de services d'utiliser un middleware et donc de créer facilement leurs services. Et donc de diminuer les coûts de fabrication de services. Parce que ce qui va compter, c'est ce que j'appelle le coût marginal de fabrication de services. Vous en faites un, combien ça vous coûte d'en faire un deuxième? Ou d'améliorer le premier? Voilà. Et le deuxième grand acteur, vous le connaissez tous, c'est Carnot Computing. Qui connaît Carnot? Quand même. Alors Carnot, je vous rappelle, alors Carnot au départ, c'était le radiateur avec des processeurs. Hein, en fait, l'idée, c'est j'utilise la chaleur du processeur pour chauffer la maison. Seulement, il y a un problème. Il y a un problème, ça s'appelle l'été. Hein, ça veut dire que vous chauffez l'été, parce que vous devez lisser votre calcul pour avoir, etc. Alors, ça ne vous coûte rien le chauffage, soit, mais en été, c'est pas génial. Alors, Carnot a quand même s'est résigné à faire quand même une chaudière numérique, parce que, avec de l'eau. Parce que ça, on vient encore à l'eau, de l'eau chaude, on en a besoin tout le temps, pour les douches. Hein. Donc, la chaudière numérique peut être vue comme une co-chaudière, un complément, je dirais, à une chaudière classique, parce que je vous rappelle quand même qu'il faut aller à 60 degrés pour éviter la maladie légionnaire, hein, donc si vous n'êtes pas capable de faire. Et en fait, ça va vous permettre de diminuer fortement vos coûts de chauffage, puisque en fait, ce sont d'autres personnes qui vous le payent. En fait, ce sont ceux qui ont besoin de faire du calcul, qui payent votre chauffage. Ça s'appelle un tiers payeur. Ah, ça me rappelle quelque chose, ça s'appelle un modèle économique. Comment faire en sorte que... Vous savez, TF1, vous ne payez pas TF1, c'est la publicité qui paye TF1. Il faut être créatif aussi dans le bâtiment. Hein. Il faut faire en sorte que d'autres personnes payent les investissements, hein, par exemple, pour la transformation énergétique. Hein. Parce que vous voyez les gens, vous voyez des villes, ils n'ont pas un rond. Mais franchement, pas un rond. On est tous pauvres. Par contre, si vous faites du smart, il y a un avantage. Si vous êtes capable de mesurer, je dirais, le retour, mais de manière précise, vous pouvez vous récupérer sur l'OPEX, sur les frais de fonctionnement. Vous voyez un petit peu les modèles, mais ça suppose que vous ayez trouvé le moyen de financer le CAPEX, donc l'investissement. Donc c'est ça le truc. Hein. Donc vous voyez bien que ce CES, il vous dit qu'il y aura de l'innovation et il y aura aussi de nouveaux modèles économiques. Hein. Et que ceux qui vont gagner la partie, c'est ceux qui vont justement combiner les deux. Innovation à la fois technologique, innovation sociétale, parce qu'il faut tenir compte des individus, et innovation financière. Comment on finance? C'était une très belle conclusion.